Bonjour et bienvenue dans ce cours sur l'évolution forcée d'un système chimique. Alors avant de rentrer vraiment dans les notions même du chapitre, il convient de faire quelques rappels sur la notion d'oxydoréduction et notamment les couples redox. Alors qu'appelle-t-on un couple oxydant-réducteur? Eh bien c'est un ensemble formé par un oxydant et un réducteur qui appartiennent à la même demi-équation électronique. Un oxydant, c'est une espèce susceptible de capter un ou plusieurs électrons, alors qu'un réducteur, c'est exactement l'inverse, c'est une espèce susceptible de donner un ou plusieurs électrons, de libérer. Alors à chacun de ces couples, on associe une demi-équation redox. Alors on va prendre tout de suite un exemple avec le couple Cu2+, donc l'ion cuivre /Cu. Eh bien, ce couple-là, l'oxydant c'est Cu2+, c'est l'espèce qui est susceptible de capter un ou plusieurs électrons. On lui associera cette demi-équation, Cu2+, plus 2 électrons donne Cu. On l'a bien écrit dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est un gain d'électrons. Cette réaction s'appelle une réduction. Une réduction, c'est un gain d'électrons. Alors, le gain d'électrons, on voit que Cu2+ gagne 2 électrons. Si on l'écrit dans le sens inverse, c'est-à-dire le réducteur Cu qui se transforme en l'oxydant Cu2+, en perdant 2 électrons, et bien là, écrite comme ça, cette réaction est une oxydation, c'est-à-dire une perte d'électrons. Petit moyen mnémotechnique, quand vous subissez une réduction dans un supermarché, vous y gagnez, vous gagnez de l'argent. Donc une réduction, c'est un gain d'électrons. L'oxydation, c'est une perte. Donc bien retenir qu'on écrit toujours les couples oxydant/réducteur en écrivant toujours par convention l'oxydant à droite, par exemple Cu2+, c'est-à-dire l'espèce qui peut capter les électrons, / le réducteur, c'est-à-dire l'espèce qui donne, qui libère des électrons. Donc par convention, on écrit toujours oxydant/réducteur. Donc ça s'appelle une demi-équation. Évidemment, ces demi-équations, il faut qu'elles soient ajustées, il faut qu'elles soient équilibrées, à la fois en éléments et en charge. Alors, on va avoir une petite méthode, on va rappeler, petite méthode rapide pour ajuster une demi-équation. Premièrement, écrire la conservation de l'oxygène et des atomes d'hydrogène dans ces équations qui sont un peu complexes, si on a des équations complexes. Alors on va faire tout de suite un exemple avec le couple PbO2, l'oxyde de plomb, /Pb, c'est-à-dire le plomb solide. Donc par définition, écrit comme ça, on a l'oxydant écrit à gauche et le réducteur écrit à droite. Si on applique la méthode, pour ajuster la demi-équation, on écrit PbO2, on laisse de la place, et Pb. On se rend compte que, bien évidemment, on n'a pas d'oxygène à droite de l'équation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ajuster et assurer la conservation de l'oxygène et puis aussi de l'hydrogène, si toutefois il y en a, c'est d'abord rajouter de l'eau. Seule l'eau va nous permettre de rajouter l'oxygène. Donc on rajoute H2O. H2O, on a rajouté un oxygène. Or, dans PbO2, ici, il y a 2 oxygènes. Donc, on va multiplier la molécule d'eau par 2. De fait, il y aura 2 atomes d'oxygène à droite. Mais du coup, on a 4 hydrogènes. On a le droit aussi d'ajuster avec des protons. Donc, on va rajouter des protons H+. On en met 4, puisqu'on a 2 fois 2, 4H à droite. Il nous faut donc 4H à gauche. Il nous reste plus simplement qu'à écrire les électrons, qui sont symbolisés par E-. Et bien, comme on doit avoir la conservation des charges, eh bien, on en rajoute 4, puisqu'on a 4 plus avec 4 moins, ce qui va nous donner la neutralité. Donc là, on a ajusté une demi-équation plus compliquée qu'une équation du type Ag plus Ag. Ça, c'est une demi-équation simple qui s'équilibre d'elle-même. C'est Ag plus 1 électron qui se transforme en Ag.
On n'a pas eu besoin de recourir à cette méthode, à rajouter de l'eau, puisqu'on est quasiment à chaque fois en solution aqueuse. Attention quand même à retenir une chose très importante, c'est que les électrons sont toujours du côté de l'oxydant. Toujours, toujours, toujours dans les demi-équations. Très important de le retenir, ça permet de vérifier qu'on ait bien fait les choses. Je rappelle que l'oxydant dans un couple, c'est l'espèce qui est écrit à gauche, Ag+ est l'oxydant ou PbO2 est l'oxydant. On voit bien que les électrons sont du côté de PbO2, qui est l'oxydant. Les électrons sont du côté de Ag+, qui est l'oxydant. C'est l'oxydant. Donc un petit moyen de vérifier rapidement qu'on a ajusté les demi-équations. Qu'est-ce qu'on appelle une réaction d'oxydoréduction? Eh bien, une réaction d'oxydoréduction, c'est un échange d'électrons entre un réducteur et un oxydant de deux couples différents. Tous les électrons cédés par le réducteur du premier couple sont captés par l'oxydant du deuxième couple, et par conséquent, il n'apparaît aucun électron dans l'équation bilan de la réaction. Alors faisons tout de suite un exemple simple. Imaginons que dans un bécher, on place une plaque de cuivre métallique, donc du cuivre solide, et on fasse tremper cette plaque dans une solution qui contient par exemple du nitrate d'argent, autrement dit des ions Ag+ aqueux. Que va-t-il se passer? Eh bien, nous avons le couple Ag+/Ag, c'est le couple avec l'argent, donc on est bien d'accord que ça, c'est l'oxydant et ça, le réducteur. J'ai mis un indice 1 pour rappeler que c'est le premier couple. Et puis, en parallèle de ça, on a le couple Cu2+/Cu, c'est-à-dire l'oxydant du deuxième couple / le réducteur du deuxième couple. Voici la méthode pour écrire l'équation qui se passe réellement quand on fait ça. Eh bien, on écrit tout d'abord les couples, on entoure les espèces qu'on a véritablement présentes dans le bécher. On a le cuivre qui est présent dans le bécher et les ions argent qui sont présents dans le bécher. Les espèces qu'on a entourées, on les écrit à gauche avec les demi-équations. Donc j'ai entouré Ag+, j'écris donc Ag+ à gauche. J'ajuste sa demi-équation, c'est Ag+ plus un électron qui se transforme en Ag. J'ai entouré Cu, donc je l'écris à gauche. Cu va se transformer en Cu2+, plus 2 électrons. Et une fois que j'ai écrit donc ces équations dans l'ordre, il ne me reste plus qu'à tirer un trait et additionner membre à membre ces deux demi-équations en ajustant le nombre d'électrons de telle façon à ce qu'il n'en apparaisse plus aucun dans l'équation bilan. Donc je vois que ici j'ai 2 électrons, ici je n'en ai qu'un seul, donc je vais multiplier complètement la première équation par 2. Et j'ajoute membre à membre. Donc qu'est-ce qui va me rester? 2 Ag+, si je fais la somme, plus Cu, plus 2 électrons qui vont se simplifier avec ces 2 électrons-là. Donc au final, les électrons vont entièrement se séparer, se simplifier, pardon. 2 Ag plus Cu2+. Et voici l'équation qui se produit lorsque je mélange du nitrate d'argent, donc des ions Ag+, avec du cuivre métallique. Eh bien, il se transforme en argent métallique et en ions Cu2+ aqueux qui sont une solution de coloration bleue. Donc voilà l'équation de réaction. Alors pourquoi on dit que c'est une équation redox ou une équation d'oxydoréduction? Ça correspond à la première définition qu'on avait dit. Ça, c'est l'oxydant du premier couple. Et voilà le réducteur du premier couple. Il a réagi avec le réducteur du deuxième couple et il s'est transformé en l'oxydant du deuxième couple. On a bien un oxydant qui réagit avec un réducteur pour se transformer en l'autre oxydant et l'autre réducteur. Ça s'appelle une équation ou une transformation
d'oxydoréduction. Voilà comment on écrit donc une équation d'oxydoréduction. Alors avant de s'intéresser plus précisément au nouveau chapitre, il convient encore de réviser une partie importante sur ce qu'on appelle les quotients de réaction et notamment le critère d'évolution d'une transformation chimique, c'est-à-dire est-ce que finalement une réaction qu'on nous donne, celle-ci par exemple, est-ce qu'elle va se dérouler dans ce sens-là ou bien est-ce qu'elle peut aller dans l'autre sens, autrement dit est-ce qu'on a une transformation totale ou un équilibre. Il existe un critère thermodynamique, c'est-à-dire qui est basé sur les échanges d'énergie entre les réactifs et qui permet de savoir si la réaction elle a lieu dans les deux sens ou si au contraire elle va préférentiellement dans un sens ou dans l'autre. Alors, un petit rappel sur ce qu'on appelle l'activité chimique. On appelle activité alpha d'une espèce chimique X la grandeur sans dimension, c'est-à-dire sans unité, qui vaut l'activité d'une espèce X vaut 1 pour une espèce solide. Donc toutes les espèces solides, leur activité c'est 1. Elle vaut 1 pour les solvants et elle vaut la concentration de l'espèce divisée par une concentration de référence C0 qui vaut 1 mol par litre pour une espèce dissoute, c'est-à-dire toutes les espèces aqueuses. Ensuite, qu'est-ce qu'on appelle le quotient de réaction et la constante d'équilibre? Eh bien, le quotient de réaction QR, c'est le quotient du produit des activités des produits par le produit des activités des réactifs élevé à la puissance égale à leur coefficient stoichiométrique. C'est aussi une réaction, une grandeur sans dimension. Par exemple, si on a une équation du type AA plus BB donne CC plus DD, alors le quotient de réaction, il vaut l'activité de C à la puissance petit c fois l'activité de D à la puissance petit d divisé par l'activité de A à la puissance petit a fois l'activité de B à la puissance petit b. Et à l'état d'équilibre, c'est-à-dire lorsque le système n'évolue plus, le quotient de réaction à l'équilibre s'appelle la constante thermodynamique qu'on note K. Et c'est une valeur qui ne dépend en aucun cas de l'état initial du système, mais uniquement de la température. Faisons tout de suite un exemple pour comprendre de quoi il est question. Si on reprend par exemple l'équation de réaction qu'on a obtenue précédemment. On avait du cuivre solide plus des ions Rg+, des ions argent, aqueux, qui donc se transformait, donc a priori on peut aller dans les deux sens, on ne sait pas, en ion Cu2+ aqueux, plus de l'argent métallique, donc de l'argent solide. Cette équation équilibrée, ajustée comme on l'a fait tout à l'heure, on voit qu'on avait mis un 2 ici et un 2 ici, donc là l'équation est parfaitement équilibrée. Si on écrit le quotient de réaction de cette équation, eh bien le quotient de réaction, c'est donc, on s'intéresse à l'activité, donc c'est l'activité dCu2+, fois l'activité de l'argent au carré, puisqu'on a une puissance 1,2 ici, divisé, on s'intéresse maintenant aux réactifs, on a fait les produits, l'activité de Cu fois l'activité des ions Ag+, au carré, à cause de ce 2-là. L'activité d'un solide vaut 1. Donc, tous les solides, Ag+, leur activité vaut 1, donc je n'ai pas besoin de l'écrire. Lui aussi, c'est un solide, donc son activité vaut 1. Donc finalement, j'ai uniquement l'activité de Cu2+, qui est une espèce aqueuse, et ça aussi, c'est des espèces aqueuses. Or, l'activité des espèces aqueuses, c'est la concentration. Donc c'est la concentration des Cu2+, divisée par la concentration des Ag+, au carré, que multiplie un C0 qui vaut 1 mol par litre, tout simplement pour que la constante, enfin le quotient de réaction n'ait pas de dimension. Donc ce C0, en fait, c'est une grandeur fictive qui vaut 1 mol par litre. Si on calcule, si on s'intéresse au quotient de réaction initial, c'est-à-dire qu'on a au départ, avant que la réaction ne débute, eh bien, c'est la concentration des Cu2+ initiale divisée
par la concentration des Ag+ au carré initial. Voilà ce que ça vaut. Donc si on imagine que dans un bécher, le bécher que j'avais tout à l'heure, j'avais ma plaque de cuivre et j'ai une concentration en Ag+, la concentration des ions Ag+ initiale, que je vais noter petit i, elle vaut 0,1 mol par litre par exemple. Concentration classique. Eh bien, au départ, à l'instant initial, je n'ai pas encore produit de Cu2+, la concentration des Cu2+, vaut par exemple 0. Donc là, mon quotient de réaction, il vaudra 0 initialement. Voilà une façon d'écrire un quotient de réaction. Quel est le critère d'évolution? C'est-à-dire, quel est le critère qui va nous permettre de dire que une réaction chimique, par exemple celle qu'on vient d'étudier, elle va plutôt dans ce sens-là, ou au contraire, plutôt dans ce sens-là. Ou si au contraire, je suis tout pile dans un équilibre. Eh bien, il convient donc de comparer le quotient de réaction à l'état initial, le QRI, à, par exemple, à la constante thermodynamique. Donc cette constante de réaction K, qui est la valeur du QR à l'équilibre, sera la plupart du temps donnée dans l'énoncé. Donc par exemple, pour la réaction qu'on a vue tout à l'heure, la constante de réaction, elle vaut 2,1 fois 10 puissance 15, évidemment grandeur sans unité. Si je compare ça au QRI qu'on vient de calculer, c'est-à-dire le quotient de réaction à l'état initial, eh bien j'ai trouvé qu'il valait 0. Eh bien je me rends compte que mon QRI est plus petit que K. Il est inférieur. Si le QRI est inférieur à K, eh bien mon système il veut toujours évoluer vers un état d'équilibre. Autrement dit, la réaction va aller dans le sens direct. C'est-à-dire que l'équation de réaction que j'ai écrite tout à l'heure, qui était celle-ci, Cu plus 2Ag plus qui se transformait en Cu2 plus 2Ag, eh bien cette réaction va se faire spontanément dans ce sens-là. Si par contre on avait trouvé un QRI plus grand que K, eh bien le système va évoluer vers son état d'équilibre, c'est-à-dire se ramener vers la constante K, la réaction aurait été dans ce sens-là, ce qui n'est pas le cas ici. Et si jamais le QR est égal à K, alors on est tout pile sur l'équilibre, le système n'évolue plus, il s'arrête. Donc voici pour ces petites notions de révision qui sont indispensables pour comprendre le chapitre qui va suivre sur donc les transformations forcées. Alors intéressons-nous maintenant à la mise en évidence de la possibilité de changer le sens d'évolution d'un système. Donc on va s'intéresser à une pile. Donc on réalise la pile cuivre-argent. Donc comment on la réalise? Eh bien on trempe une électrode de cuivre dans une solution de Cu2+, une électrode d'argent, donc de l'argent métallique, dans une solution qui contient des ions Ag+. On ferme le tout avec un pont salin et on place un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant débité dans cette pile. Première chose qu'on nous demande, c'est bien entendu d'écrire la représentation symbolique de cette pile. Alors, on place les polarités. Alors, comment on vérifie les polarités expérimentalement? Eh bien, l'ohmmètre indique une valeur positive. S'il indique une valeur positive, ça veut dire que la borne COM, voici la borne A, est reliée au moins de la pile. Donc on sait que là, c'est le moins de la pile, et donc ici, l'électrode d'argent est le plus de la pile. Donc on a les polarités de la pile. On peut donc écrire la représentation symbolique de la pile. On met le pôle moins, le pôle plus. On a ici le réducteur et l'oxydant, donc Cu/Cu2+. Séparé, ce symbole représente le pont salin, par le pont salin, et le couple Ag plus Ag. Grâce à ça, on sait que les électrons vont toujours du moins au plus, donc on sait que le sens de circulation des électrons, c'est celui-là. Les électrons vont du moins au plus, alors que le courant, c'est l'inverse. Le courant va de la borne positive vers la borne négative. Voici le sens du courant. On peut donc en déduire les demi-équations globales de fonctionnement de la pile.
Alors, comme les électrons, sur ce côté-là, ici on a un départ d'électrons, puisque les électrons vont du moins au plus. Donc s'il y a un départ d'électrons, c'est forcément que des électrons sont libérés. Donc on a une équation du type quelque chose libère des électrons. Qu'est-ce qui peut libérer des électrons? Bah, c'est forcément le cuivre. Donc Cu donne Cu2+, plus des électrons, en l'occurrence 2 ici. Cette équation est une perte d'électrons. Une perte d'électrons, c'est une oxydation par définition, ce qu'on a révisé tout à l'heure. Ça se produit à l'anode. Donc l'oxydation, elle se produit à l'endroit qui s'appelle l'anode, et c'est une perte d'électrons. À l'opposé, bien évidemment, va se produire une arrivée d'électrons. Les électrons arrivent, ici, on le voit bien, hein, le sens des électrons il est là. Donc les électrons arrivent ici. Une arrivée d'électrons, c'est un gain d'électrons. Un gain d'électrons, c'est une réduction. Qui gagne des électrons? Eh bien, c'est l'ion argent. Ag+, plus un électron se transforme en Ag. Au fur et à mesure que cette pile débite, l'électrode d'argent va grossir, devenir de plus en plus grande, alors que l'électrode de cuivre, elle, va être grignotée progressivement. Pour avoir l'équation de fonctionnement de la pile, bien évidemment, on somme les deux demi-équations en faisant attention, comme dans la révision tout à l'heure, de multiplier cette équation par 2 afin de simplifier les électrons. Et donc, on arrive à ce système. Cu plus 2Ag+, puisqu'on multiplie cette équation par 2, se transforme en Cu2+, plus 2Ag. C'est l'équation de fonctionnement de la pile. Pour vérifier le critère et voir que cette équation se produit bien de façon spontanée, eh bien on calcule le quotient de réaction à l'état initial. C'est exactement le même hein, que l'équation qu'on avait fait tout à l'heure. Donc c'est l'activité des produits divisée par l'activité des réactifs, sans oublier de mettre en puissance les coefficients stoichiométriques. On ne s'intéresse pas à l'activité des solides, puisque leur activité vaut 1, donc ça je m'en y intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse donc, c'est la concentration des Cu2+, divisée par la concentration des Ag+. Jusqu'avant que la pile débite, la concentration des Cu2+, est très faible, quasiment nulle, donc on a quasiment un quotient de réaction qui est égal à 0. La constante d'équilibre vaut toujours 2,1 fois 10 puissance 15. On a bien une transformation spontanée puisque le QRI est plus petit que K. On va bien dans ce sens-là, c'est-à-dire on va bien vers la formation d'Ag et de Cu2+. Donc on a ici une pile qui va débiter, qui va libérer son courant jusqu'à temps qu'un des réactifs soit totalement épuisé. Les deux réactifs, c'est quoi? Eh bien, c'est le cuivre métallique, c'est-à-dire cette lame de cuivre qui va petit à petit se faire grignoter, et puis les ions Ag+, qui sont ici en solution. En pratique, évidemment, c'est les ions Ag+, qui se feront manger avant la lame de cuivre. Donc en fait, cette pile, elle va cesser de fonctionner quand il n'y aura plus du tout d'ions Ag+, dans le bécher. À ce moment-là, on dit que la pile est usée et elle a atteint l'équilibre chimique, c'est-à-dire que le QRI s'est rapproché de la valeur K. Et à ce moment-là, la pile ne débite plus et sa force électromotrice, c'est-à-dire la tension ici qu'on pourrait mesurer à l'aide d'un voltmètre, serait nulle. Donc la pile est usée et on ne peut plus l'utiliser. Et donc on se pose la question, comment est-ce qu'on pourrait faire pour recharger cette pile? Existe-t-il une méthode pour le faire? Cette méthode, elle porte un nom, c'est l'électrolyse, et c'est finalement le fait de se dire qu'on peut forcer l'évolution d'un système pour qu'il reforme les ions Ag+, qui ont été consommés, puisqu'on a dit que cette pile cessait de fonctionner lorsque les ions argent avaient été entièrement consommés, avaient tous disparu. Alors comment on fait ça? Eh bien tout simplement on va forcer la réaction. Alors pour forcer la réaction, eh bien on part de la pile usée, c'est-à-dire on part finalement de notre pile, en considérant que dans le bécher de droite, il y a quasiment plus d'ions Ag+,
Et on a tout simplement donc notre électrode d'argent qui est un peu plus grosse qu'avant, notre électrode de cuivre qui est un petit peu plus fine. La petite différence, c'est qu'on va rajouter cette fois-ci un générateur dans le circuit. On rajoute ici un générateur qui va nous permettre, si on le branche correctement, d'inverser la réaction, c'est-à-dire de pouvoir la faire dans l'autre sens, en lui fournissant donc un apport d'énergie. Alors il va falloir maintenant réfléchir dans quel sens on va brancher les polarités de ce générateur, c'est-à-dire où est-ce qu'on met la borne plus et la borne moins. Alors le générateur, évidemment, c'est un des générateurs de tension continue. Comment est-ce qu'on place ces polarités? Eh bien notre but, c'est de reformer, hein, si je rappelle l'équation qui s'est donc produit tout à l'heure, hein, précédemment, Ag+, donc plus Cu, c'est donc transformé en Cu2+, et de l'argent, nonobstant les coefficients stoichiométriques. Donc ça, c'était la pile. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est inverser la réaction pour l'écrire dans ce sens-là uniquement, la flèche rouge. Donc on est bien d'accord qu'on voudrait former des ions Ag+, puisqu'ils ont entièrement disparu, la pile ne pourra plus débiter. On veut les reformer. Pour les reformer, eh bien, il va falloir qu'on écrive la demi-équation qui permettait de lier les ions Ag+, et les ions argent dans l'autre sens, c'est-à-dire ce qu'on aimerait maintenant, c'est avoir Ag qui va se transformer en Ag+, plus des électrons. Si on l'écrit dans ce sens-là, on a bien formé des ions Ag+. Si on l'écrit donc cette équation, hein, est bien évidemment ce qu'on appelle une perte d'électrons, puisque les électrons sont écrits à droite, et c'est donc une oxydation qui aura lieu à l'anode, hein, à cet endroit-là. Mais comment placer maintenant le générateur? Eh bien, on le voit au niveau de la demi-équation écrite maintenant correctement. Les électrons formés, eh bien, un électron s'est chargé négativement par définition, eh bien, ils sont attirés par la borne positive du générateur. De fait, on va forcément placer la borne positive ici afin que les électrons soient attirés par la borne positive. Donc, on sait que la borne positive, ça va être celle-là. Forcément. De l'autre côté, on aura la réaction inverse, c'est-à-dire que les ions Cu2+ vont capter les électrons qui vont être libérés pour reformer le cuivre qui tout à l'heure avait été consommé. Cette équation est un gain d'électrons. Un gain d'électrons, c'est une réduction. Et la réduction se produit à la cathode. On voit que cette cathode, elle est reliée au pôle moins du générateur. Si on écrit maintenant eh bien, la somme de ces deux demi-équations, en ayant fait attention de bien multiplier celle-ci par 2, pour qu'on n'en ait plus d'électrons à la fin, hein, eh bien on retombe sur exactement l'équation inverse de la pile précédente. On a bien reformé des Ag+, et du cuivre qui avait été consommé. Si on veut voir l'évolution du système, eh bien, on écrit la constante de réaction, ou le quotient de réaction à l'état initial. Le quotient de réaction à l'état initial, eh bien, le QRI, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut la concentration des Ag+ initiale au carré. Cu, c'est toujours un solide, donc son activité, elle vaut 1. Ag, c'est toujours un solide, son activité vaut 1 aussi, divisé par la concentration des Cu2+ initiale. Initialement, on n'avait plus de Ag+, donc le QRI vaut 0, puisqu'on avait consommé lors de l'utilisation de la pile, on était allé jusqu'à l'usure, donc il n'y en avait plus. Et la constante de réaction, eh bien, c'est la même expression, sauf qu'à la place de mettre un petit i, on met à l'état d'équilibre. On se rend compte qu'en fait, c'est 1 sur K', 1 sur K, K étant la constante qu'on avait obtenue tout à l'heure, c'est-à-dire 1 sur 2,1 10 puissance 15. Autrement dit, on va avoir une valeur très très petite. Et donc, qu'est-ce qu'on se rend compte? Eh bien, on se rend compte
que notre QRI, ici, hein, il va devoir augmenter. Parce que la concentration des Ag+ augmente et celle des Cu2+ diminue. Donc là, on va avoir une réaction aussi qui va se rapprocher de la constante dans le sens direct par rapport à cette équation, qui est l'inverse de celle de tout à l'heure. On a un QRI qui est beaucoup plus petit que 0, hein, en 10 puissance moins 15. Donc cette réaction, elle se fait bien dans ce sens-là, qui est exactement le sens inverse de la réaction de tout à l'heure. On a rechargé notre pile. Et évidemment, si on retire le générateur du circuit, on retombe sur la pile initiale et la réaction se ferait de nouveau dans le sens initial, c'est-à-dire dans le sens spontané. Donc la pile usée, elle a été rechargée et un tel dispositif, ça s'appelle un accumulateur. On accumule de l'énergie, on la consomme et on peut faire une charge et une décharge. Voyons maintenant la définition d'une électrolyse. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une électrolyse? C'est une transformation chimique forcée due à la circulation d'un courant débité par un générateur. Donc il faut forcément un générateur pour qu'on ait une électrolyse. La transformation a lieu dans le sens inverse au sens spontané. Donc c'est bien une réaction forcée, hein. C'est vraiment l'inverse de ce qu'on pouvait prévoir initialement. Alors de quoi est fait un électrolyseur, c'est-à-dire l'appareil dans lequel on fait une électrolyse? Eh bien c'est constitué d'un récipient, souvent une cuve ou bien un tube en U, tube en verre comme ça, de deux électrodes conductrices, métalliques ou en carbone, donc deux électrodes, hein, deux parties qu'on met métalliques, donc après on peut les tremper ici, ou bien en carbone, c'est-à-dire simplement une mine de crayon, et d'une solution électrolytique, c'est-à-dire d'une solution qui bien évidemment contient des ions. Alors on fait des réactions aux électrodes. L'électrode dans laquelle se produit la réduction, c'est la cathode, qui correspond au pôle moins de l'électrolyse. Et l'électrode dans laquelle se produit l'oxydation, toujours pareil, c'est l'anode, le pôle plus de l'électrolyseur. À l'anode arrive le courant et à la cathode part le courant. Donc voici un schéma d'une électrolyse. Donc le générateur, la borne plus est reliée à l'anode, la borne moins est reliée à l'anode, ou bien dans un tube en U, hein, alors peu importe qu'on le fasse dans un bécher avec anode et cathode métallique, ou bien dans un tube en U, ça revient strictement au même. Donc une petite façon pour se rappeler facilement quelle électrode est l'anode, eh bien le mot oxydation, elle est anodique, les deux mots commencent par une voyelle, A et O. Donc comme il y a une voyelle dans les deux, l'oxydation c'est à l'anode. La réduction, elle est cathodique parce que les deux mots commencent par une consonne. Réduction c'est un R, et cathode, cathodique, c'est un C, ce sont des consonnes. Une façon de le retenir. Autre façon encore, on peut dire que l'anode, c'est l'électrode où arrive le courant. Le nom et le verbe commencent par un A, arriver. Donc c'est une petite façon de retenir la chose. La quantité d'électrons échangés lors d'une électrolyse, c'est la même au niveau des deux électrodes. Bien évidemment, que ce soit l'anode ou la cathode, puisque tous les électrons qui partent à un endroit finissent par arriver à l'autre. Attention, polarité inversée entre pile et électrolyse. Donc, moi, je ne conseille pas d'apprendre les polarités, on les retrouve avec les raisonnements. Surtout, il ne faut pas retenir qu'une pile, c'est le pôle moins ou l'anode, c'est le pôle. L'anode, c'est la pôle moins ou le pôle plus. Parce que pour pile et électrolyse, c'est inversé. Attention, l'anode, ce qui est toujours vrai, c'est que c'est l'électrode où il y a l'oxydation. Rappelons donc encore une fois que l'oxydation, c'est la perte d'électrons. Pour la pile, c'est le pôle moins, alors que pour une électrolyse, l'anode, c'est le pôle plus. La cathode, c'est le lieu où il y a la réduction, c'est-à-dire le gain d'électrons. Pour la pile, c'est le pôle plus, alors que pour l'électrolyseur, la cathode, c'est le pôle moins. Et bien évidemment, à l'intérieur de l'électrolyseur, le passage du courant électrique est assuré par le déplacement des ions qui sont contenus dans la solution électrolytique. Les cations vont vers la cathode et les anions, qui sont négatifs, vers l'anode. L'anode qui, pour un électrolyseur, est chargé plus. Alors, étudions un exemple d'électrolyse, l'électrolyse du bromure de cuivre.
Alors voici le dispositif qui sert à réaliser l'électrolyse du bromure de cuivre. Donc au niveau des couples, on a les espèces, donc on a le couple Cu2 plus Cu et le couple Br2-Br. Donc Br2 le dibrome et Br- l'ion brome. Donc toujours écrit sous la forme oxydant/réducteur. Si on réalise donc l'électrolyse, branché de la façon suivante, pôle plus du générateur donc à cette première électrode, en carbone par exemple, celle-ci aussi, on a ce déplacement, on va avoir à la cathode une réduction. Une réduction, c'est un gain d'électrons. On voit bien que Cu2+, gagne 2 électrons pour se transformer en Cu. Que à l'anode c'est le pôle moins, il y a forcément une libération, c'est-à-dire une perte d'électrons, puisque ces électrons qui sont ici vont être attirés par la borne plus du générateur. On voit bien que la perte d'électrons se traduit par la réaction d'oxydation, puisque 2Br- s'est transformé en Br2 plus 2 électrons. On a bien une libération d'électrons. Et évidemment, dans la solution, donc ce sont les anions Br- qui vont se déplacer comme ça. Les cations positifs, c'est les Cu2+. Les Cu2+, sont attirés par la partie négative du générateur, donc ils vont aller plutôt migrer vers ici, alors que les anions qui sont chargés négativement, puisque ce sont les Br-, vont être attirés par la partie positive du générateur. Et évidemment, dans les fils électriques, qui sont représentés ici en jaune, et dans les métaux, ce sont les électrons qui vont assurer le déplacement des porteurs de charge et donc le courant électrique. Alors la quantité d'électricité mise en jeu lors d'une telle électrolyse. Donc rappelons les petites équations intéressantes, les petites égalités. Lors d'une électrolyse, lorsque le générateur de tension continue débite un courant d'intensité constant, I en ampères, pendant une certaine durée en secondes, delta T, le système est traversé par la quantité d'électricité Q égale I fois T. Donc la quantité d'électricité Q, attention, elle est en coulomb. Ça c'est en coulomb, c'est l'unité. I c'est en ampères et T c'est en secondes. Q égale IT, I fois T. Cette quantité d'électricité, elle est aussi égale à la valeur absolue de la charge des électrons. Chaque électron, entre guillemets, porte sur son dos une charge électrique petit e qui vaut 1,6 10-19 coulombs, c'est la charge d'élémentaire. On a un certain nombre d'électrons qui sont échangés. C'est donc la quantité d'électricité, c'est le nombre d'électrons fois la charge que porte un seul électron. Or, ce nombre d'électrons, c'est le nombre de moles d'électrons fois le nombre d'Avogadro, puisque le nombre de moles, c'est finalement le nombre de paquets d'électrons. Le nombre d'Avogadro, c'est combien d'électrons il y a dans un paquet, fois la charge d'un seul. Donc, on a calculé cette partie-là, c'est-à-dire le nombre d'Avogadro fois la charge d'un électron, ça s'appelle le Faraday. Et le Faraday, c'est donc la charge portée par une mole, par un paquet d'électrons. Elle vaut toujours 96 500 coulombs par mole. Autrement dit, un paquet, une mole d'électrons porte, entre guillemets, sur son dos, une charge de 96 500 coulombs. Et donc finalement, on a ces relations, Q égalité égale nombre de moles fois Faraday, et donc le nombre de moles d'électrons, c'est I fois T sur le Faraday. Donc si on connaît l'intensité, la durée de fonctionnement, on laisse tourner l'électrolyse pendant 1 heure, on convertit cette heure en secondes, on peut calculer le nombre de moles d'électrons qui a été échangé. Donc on va se servir de ça dans l'électrolyse de bromure de cuivre par exemple, pour calculer la masse de cuivre qui se forme lors de cette électrolyse. Donc on a une solution de bromure de cuivre qui est parcourue par un courant de 70 mA pendant 10 minutes. Alors que va-t-il se passer? On a les réactions aux électrodes. Cu2 plus 2 électrons donne Cu, 2Br- donne Br2 plus 2 électrons. On s'intéresse à la masse de cuivre formée, donc ce qui va nous intéresser, c'est cette équation. On voit bien que le cuivre est formé, puisque c'est un des produits.
D'après cette équation, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que on a un coefficient 2 devant le nombre d'électrons, et ici, entre guillemets, un coefficient 1 qui est sous-entendu. Autrement dit, quand on utilise 2 électrons, eh bien, on forme une mole de cuivre métallique. Autrement dit, le nombre de moles de Cu est égal à la moitié du nombre de moles d'électrons qui est formé. En conséquence, eh bien, on peut relier ça avec ce qu'on vient de voir ici, puisque le nombre de moles d'électrons, c'est I fois le temps de durée d'électrolyse divisé par le Faraday. L'intensité, elle vaut 70 mA. Le temps, c'est 10 minutes à convertir en secondes. Le Faraday, c'est 96 500 coulombs. Donc on peut savoir exactement le nombre de moles d'électrons qui a été formé pendant cette électrolyse. Si on multiplie tout simplement par la masse molaire, ce nombre, eh bien, on a la masse de cuivre qui est fabriquée lors de cette électrolyse. Donc on fait ce calcul. I, 70 mA qu'on a converti en ampères. Le temps, les 10 minutes à convertir en secondes, donc on multiplie par 60. 2, bah c'est 2. 96 500, c'est le Faraday. Et on multiplie par la masse molaire, autrement dit la masse d'un paquet d'électrons. 63,5 grammes. Ça nous fait donc 14 mg. Donc si on laisse tourner cette électrolyse du bromure de cuivre, pendant 10 minutes, on fabriquera 14 mg de cuivre qui viendront se déposer sur l'électrode. Une application de l'électrolyse, c'est par exemple l'argenture. Le bain d'argenture dans lequel les pièces sont immergées contient en dissolution des sels d'argent. Il est soumis au passage d'un courant électrique de faible intensité par l'intermédiaire de 2 électrodes, l'anode, qui est d'une plaque d'argent pur, et la cathode, qui est constituée par des pièces argentées. Donc par exemple, si on veut recouvrir des couverts d'argent, donc des couverts qui seront argentés mais pas en argent massif, bien évidemment, eh bien on réalise une électrolyse, donc de la façon suivante. Donc on nous demande d'abord de faire un petit schéma du dispositif afin de réaliser l'argenture. Donc le dispositif, c'est le suivant. On prend un générateur de tension continue. On réfléchira tout de suite à placer les bonnes polarités. On va placer un morceau d'argent pur, métallique. Donc c'est l'argent métallique qui est là. Le couvert à recouvrir d'argent. Donc c'est lui qu'on souhaite recouvrir d'argent. Donc on est bien d'accord qu'à ce niveau-là, d'accord, on va vouloir recouvrir le couvert d'argent. Donc, comment on va placer les polarités de ce générateur, qui a priori ne sont pas choisies. On veut prendre de l'argent et aller le déposer là-dessus. Donc, à ce niveau-là, sur ce côté-là, là où on a l'argent massif, l'argent pur, on veut réaliser cette équation-là. L'argent doit se transformer en ion argent, évidemment, du coup, libère un électron. Donc ici, on va avoir une libération d'électrons. Si on a une libération d'électrons, ça veut dire que les électrons ils vont aller dans ce sens-là. De fait, si on a des électrons qui partent de ce bloc d'argent massif, que je colorie en bleu, si ces électrons s'échappent de celui-là, c'est qu'ils sont forcément attirés par le pôle plus, puisque les électrons sont chargés moins. Donc on sait que cette borne-là du générateur doit être chargée plus. Du coup, celle-ci doit être chargée moins. Ici, cette équation, elle traduit la perte d'électrons. La perte d'électrons, c'est l'oxydation par définition, et l'oxydation se produit à l'anode. Donc on sait que cette zone-là, que j'entoure en rouge, c'est l'anode, et que ça doit être le pôle plus du générateur. À l'opposé, c'est exactement le contraire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer de l'argent, de déposer de l'argent sur la fourchette qui est ici. Donc l'équation, ça va être Ag+, plus un électron, va se transformer en argent. On va créer de l'argent solide ici, sur cette pièce-là. Donc bien évidemment, cette équation est un gain d'électrons. Un gain d'électrons, ça s'appelle une réduction. Et une réduction, ça se produit à la cathode. Donc on sait donc comment on doit brancher
notre générateur. Voilà le type de raisonnement qu'il faut être capable de faire pour protéger des pièces, ce qui est très utilisé, certes dans l'argenterie, la bijouterie, mais aussi dans l'industrie pour protéger des pièces contre la corrosion. Le stockage et la conversion de l'énergie chimique. Un dispositif capable de convertir une énergie de nature quelconque en une énergie chimique réalise ce qu'on appelle un stockage de cette énergie. Donc, par exemple, l'électrolyseur et la pile, eh bien, elles font des conversions. En électrolyseur, on a de l'énergie électrique qui est transformée en énergie chimique. Et évidemment, il y a toujours des pertes, que tous les systèmes chauffent. Et une pile, c'est l'inverse. Une pile, elle transforme de l'énergie chimique, donc des réactions chimiques, en électricité, donc en énergie, une énergie électrique. Donc l'électrolyseur, il réalise un stockage d'énergie chimique, alors que la pile, c'est un convertisseur d'énergie chimique. Donc d'un point de vue des définitions, on appellera accumulateur un dispositif qui permet de stocker de l'énergie sous forme chimique, ce que des fois on appelle à tort une pile rechargeable, c'est en réalité un accumulateur. Le vrai mot, le bon mot, c'est vraiment un accumulateur. La décharge d'un accumulateur met en jeu une transformation spontanée, alors que la charge, c'est une transformation forcée puisqu'on a besoin d'un accumulateur. Alors un exemple, dans la vie de tous les jours, le fameux accumulateur lithium-ion qui est présent dans les téléphones portables, eh bien, on l'utilise en charge et en décharge. Lorsqu'on l'utilise en charge, c'est quand on utilise le smartphone, on l'utilise, donc on consomme la batterie. Là, on a par exemple la transformation spontanée, donc qui se fait toute seule. LiC6 plus CO2 donne 6C plus LiCOO2, donc en transformation spontanée. Si on charge ensuite le téléphone portable, donc on le branche directement à un transformateur qui est relié au secteur, et bien là, on se rend bien compte que ici, on a une transformation forcée, on force la réaction à se faire exactement dans l'autre sens. 6C plus LiCOO2 donne LiC6 plus COO2, et on voit bien que les électrons ont changé finalement de sens, ils se déplacent dans l'autre sens, on a forcé la réaction à se faire. C'est exactement ce qui se passe aussi dans les batteries de voiture. Dans les batteries de voiture, on a ce qu'on appelle l'accumulateur au plomb. Donc une batterie au plomb d'une voiture est composée en réalité de 6 accumulateurs qui sont associés de 2 volts montés en série. Donc ils sont tous les uns à côté des autres, il y en a 6 à l'intérieur. Chaque accumulateur est constitué d'une batterie de plaques de plomb, Pb, et de plaques de dioxyde de plomb, PbO2, successives plongées dans une solution d'acide sulfurique, comme électrolyte. Donc on a une borne positive, une borne négative. Attention à ce type, parce que c'est quand même de l'acide, c'est relativement corrosif et dangereux. Toujours à manipuler avec précaution. On a à l'intérieur donc l'électrode positive qui est au dioxyde de plomb, PbO2, et puis l'électrode négative qui est constituée directement de plomb. Et donc on en a 6 qui sont accolées, les unes à côté des autres. Alors si on détaille un petit peu le fonctionnement en charge et en décharge, on a 2 couples qui sont mis en jeu, le couple PbO2/Pb2+, et le couple Pb2+/Pb. Donc d'abord, si on étudie la décharge, c'est-à-dire la batterie est chargée, on met le contact et la batterie se décharge afin de provoquer l'étincelle qui permettra la combustion du moteur. Donc c'est une réaction spontanée, la circulation des électrons est créée par les réactions redox spontanées aux électrodes. Là, l'accumulateur se comporte comme une pile. Alors que se passe-t-il à l'anode? Eh bien, à l'anode, on a une réaction d'oxydation, toujours, c'est-à-dire une perte d'électrons. On a le plomb qui va se transformer en Pb2+, plus 2 électrons. Ces électrons sont donc libérés, c'est bien une perte d'électrons. Donc les électrons sont libérés, c'est ce qui est traduit ici. L'électrode de plomb, elle se fait grignoter petit à petit, elle devient de plus en plus petite. Les ions Pb2+, sont libérés, des électrons sont libérés, ils vont pouvoir se déplacer spontanément, créer
ici un courant électrique. Ces électrons vont être récupérés dans la plaque qui contient l'oxyde de plomb. Donc l'oxyde de plomb, donc évidemment comme les électrons sont libérés, c'est la borne moins de la pile. Donc on a la borne négative ici, toute cette partie-là, c'est la borne négative puisque des électrons sont libérés, hein. Il y a un départ d'électrons. Ces électrons arrivent ici puisque les électrons vont du moins au plus, voici le sens des électrons, opposé au courant. Donc les électrons sont récupérés par PbO2, on le voit ici, ils sont récupérés, ils se transforment en Pb2+, et en 2H2O, c'est le pôle positif de la pile, et bien entendu, c'est un gain d'électrons, donc c'est une réduction. Un gain d'électrons. Lors de cette décharge, eh bien, on a transformé de l'énergie chimique, c'est-à-dire les équations qui sont produites, en une énergie électrique. On a forcé des électrons à se mouvoir, on a donc créé un courant électrique. Ce courant électrique est utilisé pour donc faire démarrer la petite étincelle qui va permettre à la combustion de se réaliser dans le moteur. Une fois, entre autres, hein, pas uniquement bien évidemment, la batterie elle sert à d'autres choses dans les voitures. Une fois que la batterie est déchargée, il est intéressant de pouvoir la recharger, notamment lorsque le véhicule roule. Et donc là, il va falloir le charger. Donc c'est une réaction forcée, donc qui va imposer la circulation des électrons. Donc on va mettre cette fois-ci un générateur. Le but c'est de régénérer les différentes électrodes. Donc là on veut reformer du plomb. Donc par exemple sur cette partie-là, on veut fabriquer Pb. Il faut absolument qu'on fabrique Pb. Donc on part de Pb2+, plus forcément 2 électrons, et on veut former Pb. Donc de ce fait, si ici on veut reformer Pb, de l'autre côté, bien évidemment, on veut former PbO2, puisqu'on l'avait consommé. Donc il va s'écrire ici. Les électrons, donc là on va avoir avec le couple avec PbO2, c'est le couple Pb2+. Donc on peut rééquilibrer l'équation. Hein, il y a donc 2H2O ici, 4H+, comme on l'avait vu dans la partie introductive, et 4 électrons. Donc si on l'écrit dans ce sens-là, on a bien reformé PbO2. Donc c'est pour ça que là c'est nouveau en très plein. Et ici on a bien reformé Pb, c'est pour ça que tout ça est en train plein. Ce n'est pas grignoté comme tout à l'heure. Donc une fois qu'on a compris ça, on voit que les électrons, ils ont été libérés ici, libérer les électrons. Donc on a un départ d'électrons, les électrons ils vont bien comme ça. S'il y a un départ d'électrons, c'est qu'ils doivent être attirés par la borne plus. Donc on met le plus ici. Et bien évidemment, les électrons, ils arrivent ici. Il y a une arrivée d'électrons ici. Donc là, on a une arrivée d'électrons. Une arrivée d'électrons, c'est un gain, c'est donc une réduction. La réduction se produit à la cathode. Ici, c'est donc une perte d'électrons. Une perte d'électrons, c'est une oxydation. C'est donc à l'anode. Donc si on complète maintenant un petit peu le texte, à l'électrode donc reliée au moins, c'est-à-dire celle-ci, du générateur, arrivent des électrons, c'est bien ce qu'on a dit. Il se produit donc une réaction de réduction. Cette réaction, c'est donc Pb2+, plus 2 électrons qui donnent Pb. On a reformé le plomb. Et puis, à l'électrode reliée au plus, eh bien, les électrons sont entre guillemets aspirés. Il se produit donc une réaction d'oxydation, une perte d'électrons. Cette réaction, c'est donc l'inverse de celle de tout à l'heure. Pb2+, plus 2H2O, qui va se transformer en PbO2. On reforme l'oxyde de plomb qu'on avait consommé dans la décharge, plus 2H+, plus 4 électrons. On voit quand même au passage qu'il faut des H+, c'est-à-dire des espèces acides, d'où l'acide sulfurique aussi, qui est bien évidemment présent à l'intérieur. Lors de la charge de l'accumulateur, il y a donc là, cette fois-ci,
transformation d'énergie électrique. L'énergie électrique, elle est donnée par le générateur en énergie chimique. C'est l'inverse de tout à l'heure. Donc voilà le fonctionnement d'un accumulateur au plomb. Bien évidemment, si on veut avoir l'équation complète, l'équation redox, il suffirait d'additionner les deux demi-équations, en charge et en décharge, et on trouverait les mêmes équations simplement écrites dans le sens inverse, en charge et en décharge. Enfin, une dernière partie, c'est-à-dire les processus biochimiques de stockage. La photosynthèse, c'est une réaction de stockage de l'énergie lumineuse solaire sous forme chimique par la plante. Cette énergie est restituée lors de la respiration. On voit la fameuse équation. 6CO2 plus 6H2O va se transformer en glucose C6H12O6 plus O2 lors de la photosynthèse via l'énergie solaire. Et puis, si on utilise le glucose et le dioxygène via la respiration, on refabrique du CO2 et de l'eau. Donc là encore, on voit que ce processus-là, réaction spontanée et forcée, il peut se produire aussi dans la nature, notamment lors donc de la photosynthèse et de la respiration cellulaire. C'est encore un processus de stockage. Voilà pour ce cours. Bonne révision et bon courage.